13 novembre 2015, 130 personnes sont assassinées au Bataclan sur des terrasses de cafés parisiens et devant le Stade de France. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec une mitraillette et qui a commencé à tirer sur tout le monde. Je suis au sol avec une balle dans le bas du dos, à côté d'une personne qui a 2 balles dans la jambe. Derrière cet attentat, un commando terroriste a su déjouer la surveillance des services de renseignement. Des agents de la DGSI qui vomissaient en arrivant au bureau le matin, tellement ils étaient stressés, parce qu'ils savaient que ça allait arriver. Cette semaine, dans la grande histoire, je vous raconte les failles qui ont mené à cette tragédie. Pour bien comprendre le film des rendez-vous manqués, des ratés des services de renseignement, il faut remonter 1 an plus tôt, parce que la décision de l'État islamique de mener un attentat de masse en France a été prise en novembre 2014. C'est une décision stratégique qui intervient en haut lieu dans le premier cercle d'Abou Bakr al-Baghdadi, donc l'émir de l'État islamique. Et c'est une décision qui avait été rendue publique puisque en septembre 2014, le porte-parole officiel de l'État islamique, un Syrien, Abou Mohamed al-Adnani, avait appelé publiquement dans un message audio les partisans de l'État islamique à frapper partout là où ils le pourraient. Et donc à partir de ces dates, il y a 1 an qui va s'écouler au cours desquels une succession de ratés, à la fois de services de police, de services de renseignement, mais aussi de l'Union européenne dans son ensemble, ont permis de mener à la tragédie des attentats du 13 novembre. Deux mois après l'appel de l'État islamique à frapper les pays de la coalition, la première cellule terroriste se forme à Verviers, en Belgique. En novembre 2014, les services belges détectent le retour en Syrie de 2 djihadistes belges. Ils les placent sur écoute, ils les surveillent et ils se rendent compte qu'ils font partie d'une cellule terroriste qui est domiciliée dans un appartement de Verviers. La cellule de Verviers, en fait, c'est la première cellule projetée par l'État islamique en Europe. Et c'est vraiment la cellule qui préfigure celle du 13 novembre. Et ils s'aperçoivent assez rapidement, début janvier 2015, que cette cellule est pilotée par un djihadiste belge qu'ils connaissent très bien, Abdelhamid Abaoud, qui opère depuis Athènes et qui chercherait à le rejoindre en faisant fabriquer de faux papiers. Abdelhamid Abaoud est belge d'origine marocaine. Il grandit à Molenbeek, dans la banlieue de Bruxelles, et rejoint le djihad en Syrie en 2013. Il compte parmi ses amis d'enfance Mohamed Abrini ou encore Brahim et Salah Abdeslam, qui deviendront ses complices dans les attentats du 13 novembre. Maintenant, alhamdoulilah, fi dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, on traque les murdad, les kuffars, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam. La Belgique fait figure de hub de recrutement djihadiste en Europe, puisque rapporté à sa population, c'est là où on trouve le plus gros contingent de djihadistes partis en Syrie. Ce sont des djihadistes qui vont faire leurs preuves sur le terrain et qui vont se faire remarquer par la hiérarchie. On va le voir également avec leur intégration au sein du département de l'État islamique qui a en charge le recrutement, l'entraînement et la projection de djihadistes de la Syrie vers l'Europe. Abaoud, c'est le coordinateur opérationnel de la cellule des attentats du 13 novembre et de celle de Verviers avant celle-là. En gros, c'est la tête de pont en Europe de l'état-major des opérations extérieures de l'État islamique. Les écoutes téléphoniques permettent de situer Abdelhamid Abaoud à Athènes, en Grèce. Le 14 janvier 2015, les services belges contactent la police grecque pour le localiser et le neutraliser. Mais dès le lendemain, le 15 janvier, les services belges qui redoutent un attentat imminent lancent l'assaut contre l'appartement de Verviers. 2 djihadistes sont tués, un 3e arrêté. 56 000 habitants en plein cauchemar. Depuis 24 heures, les habitants ont appris que 3 djihadistes présumés avaient élu domicile ici depuis leur retour de Syrie. Verviers se retrouve au cœur d'un projet terroriste. Cette première tentative d'attentat de grande ampleur en Europe est déjouée. Mais à Athènes, les policiers grecs sont pris de court. Ils ne localisent la planque d'Abaoud que 2 jours plus tard, le 17 janvier. Lorsque la police grecque lance l'assaut, l'appartement est vide.
Et ce que les policiers grecs découvrent dans cet appartement conspiratif où a vécu Abaoud pendant plusieurs semaines, c'est des plans d'attaque d'un aéroport qui ressemblent en tout point à l'attaque de l'aéroport de Zaventem qui aura lieu à Bruxelles après les attentats du 13 novembre. Et les autres plans, c'est des plans de fabrication d'explosifs. Alors on ne découvre pas déjà les plans des attentats du 13 novembre, c'est pas tout à fait ça, parce qu'aucun aéroport n'a été attaqué le 13 novembre, mais en tout cas des plans d'attaque qui sont déjà dans le cerveau d'Abaoud et qui font partie des plans de la cellule. Les deux impératifs de la police, à savoir l'arrestation d'Abaoud et le démantèlement de la cellule de Verviers avant son passage à l'action, se sont télescopés. Résultat, le coordinateur de la cellule de Verviers a pu s'échapper. De retour en Syrie, Abaoud donne une interview au journal Dabiq, instrument de propagande de l'État islamique. Ça montre aussi l'assurance, pour ne pas dire l'arrogance du personnage, puisque c'est une sorte de pied de nez au service de renseignement européen qui le traquait. Et c'est aussi une confirmation du coup de son rôle de premier plan dans la cellule de Verviers. Et ce qui est intéressant de noter sur ce projet de Verviers, c'est qu'en fait il sert un peu de répétition générale aux attentats du 13 novembre. C'est-à-dire ils avaient prévu d'envoyer 10 commandos venus de Syrie, comme pour les attentats du 13 novembre. Ces commandos avaient utilisé la route des migrants pour s'infiltrer en Europe, comme plus tard les commandos du 13 novembre. Et ils avaient utilisé la Belgique comme base logistique, comme plus tard les attentats du 13 novembre. Quelques jours après cette opération, la police belge va mettre la main sur un indice matériel qui aurait pu conduire à l'arrestation du commando du 13 novembre. Deux semaines à peine après le démantèlement de la cellule de Verviers et le départ d'Abaoud en Syrie, les policiers belges de Molenbeek à Bruxelles reçoivent l'information que Brahim Abdeslam serait parti en Syrie et que son frère Salah Abdeslam envisageait de le rejoindre en Syrie. Salah et Brahim Abdeslam sont en charge de l'accueil des autres membres du commando en Belgique. Le 7 février 2015, Brahim Abdeslam rentre de Syrie. Suspecté d'appartenir à une organisation terroriste, il est arrêté quelques jours plus tard par la police de Molenbeek à la suite d'une banale infraction routière. Il est placé en garde à vue. Il est interrogé, les policiers belges lui demandent ce qu'il a été faire en Turquie, puisque c'est la seule trace qu'on a de son départ, c'est qu'il a pris l'avion pour la Turquie, mais ils ont l'information qu'il a probablement été en Syrie. Brahim Abdeslam nie, il dit absolument pas, j'ai été à Bodrum, à Istanbul, j'ai fait les bars à chicha et les magasins, je suis jamais allé en Syrie. Il est libéré le jour même sans aucune charge. Quelques jours plus tard, c'est au tour de son frère Salah Abdeslam d'être convoqué par la police de Molenbeek pour être interrogé. On lui posait les mêmes questions, il dit absolument pas, j'ai aucune intention de faire le djihad. Abaoud était un vieil ami, mais je tolère pas ce qu'il fait. Pareil, libéré le jour même sans aucune charge. À l'issue du procès verbal d'interrogatoire, le policier écrivait même que Salah Abdeslam ne présente aucun signe de radicalisation. Si il devait rompre d'un seul coup, se laisser pousser la barbe et montrer tous les signes extérieurs classique, on va dire, de radicalisation. Là, évidemment, ça aurait été beaucoup plus facile pour les services de les mettre sous surveillance pour ces motifs-là. Alors que tant qu'ils passent pour des fumeurs de shit, des dealers à la petite semaine, des petits délinquants, ça va pas affoler les services antiterroristes européens. Les policiers ont quand même un doute et décident de garder le téléphone de Brahim Abdeslam. Un téléphone qui sera versé au dossier des deux frères, un dossier classé rouge. Ce sont des dossiers sensibles. Et pourtant, ce téléphone ne sera pas analysé. Le dossier des frères Abdeslam sera classé sans suite quelques semaines avant les attentats du 13 novembre. Ce téléphone, finalement, ne sera retrouvé que bien après, un an après les attentats du 13 novembre, en novembre 2016. Il sera retrouvé dans le commissariat de Molenbeek et finalement, on va l'analyser. En l'analysant, il découvre une conversation sur Facebook entre Brahim Abdeslam et Abdelhamid Abaoud, qui était en Syrie, où les deux hommes coordonnaient le départ de Brahim Abdeslam en Syrie pour aller s'entraîner. Et Abaoud lui avait répondu « déchire un maximum de porcs, tue ces koufars ». Enfin bon, on voyait très bien qu'il y avait déjà des conversations très inquiétantes d'ordre opérationnel. Si ce téléphone avait été analysé à temps, il aurait permis aux policiers de confirmer le voyage de Brahim Abdeslam en Syrie et de le relier à Abdelhamid Abaoud, qui, depuis le démantèlement de la cellule de Verviers, est considéré comme l'ennemi public numéro 1. À cette époque-là, début 2014, il n'y a pas encore beaucoup de retours de Syrie, donc les services ne sont pas encore inondés. Par contre, il y a probablement une forme déjà de naïveté par rapport au phénomène du djihad. Sans doute qu'il n'y a pas eu encore la prise de conscience que des gens qui partaient en Syrie, qui revenaient, pouvaient présenter une menace. La particularité avec cette époque-là, c'était aussi que les djihadistes belges ou français faisaient pas mal aussi d'allers-retours. Le cas d'Abaoud l'illustre très bien, hein. Il a dû faire au moins 2-3 allers-retours entre la Belgique et la Syrie. Pour rejoindre la Belgique,
le commando du 13 novembre va aussi profiter des défaillances des services de renseignement européens. Au printemps 2015, l'Europe connaît une importante crise migratoire causée par la guerre en Syrie. Les pays en première ligne comme la Grèce doivent faire face à l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés sur leurs côtes. Les membres du commando du 13 novembre vont se mêler au flux de migrants pour gagner l'Europe. Comme on pouvait le redouter, Abdelhamid Abaoud est arrivé en juillet sur l'île de Chios en provenance de Turquie sur un bateau de migrants. Abaoud a été pris en photo à son arrivée en Europe. Il était enregistré sous le numéro 65. Mais malheureusement, la police aux frontières grecques n'avait pas les outils, ils n'étaient pas connectés au fichier d'information Schengen d'Europol qui permettait de recouper les mandats d'arrêt européens, car il était visé par un mandat d'arrêt, qui permettait de recouper les mandats d'arrêt avec des données biométriques. D'autres membres du commando vont suivre la même route. Partir de Turquie, accoster sur une île grecque avant de rentrer en Europe avec de faux papiers syriens. Abaoud, qui rentre en Europe à l'été 2015, n'est pas tout seul, puisqu'il est accompagné à ce moment-là d'un djihadiste marocain qu'il vient d'ailleurs de recruter et d'entraîner. Ayoub El Khazani accompagne Abaoud lors de sa traversée en Europe dans le flux des migrants et sera missionné dès son retour, donc dès leur arrivée à Bruxelles, pour une opération. On lui dit voilà, tu vas taper dans un train. Donc ce sera le Thalys. Au moment du passage à l'acte, son arme à feu s'enraye et donc il est ensuite maîtrisé par quelques passagers du train. None of us are injured, but Spencer took a few injuries and he just had no fear. That's our friend, so once we saw him go, we had to go join him. Like, we couldn't just let everybody die like that. Le 7 août, Abaoud arrive à Bruxelles. Quelques jours plus tard, un djihadiste français est interpellé à son retour de Syrie. Pendant son interrogatoire, Reda Amir raconte au juge antiterroriste Marc Trévidic son bref passage en Syrie. Il lui dit voilà, j'ai passé quelques temps en Syrie et un certain Abdelhamid Abaoud m'a recruté, il m'a formé à jeter des grenades, à tirer à la Kalachnikov et il m'a demandé de rentrer en France pour commettre un attentat contre un concert de rock. Pendant cet interrogatoire, Reda Ahmed donne le nom du commanditaire Abaoud, le type de cible, un concert de rock, et annonce un projet d'attentat imminent sur le sol français. Le juge d'ailleurs, le juge d'Arthur Trévidic donnera une interview quelques temps après dans Paris Match où il dit « La question n'est pas de savoir si ça va arriver, mais quand ça va arriver ». L'État islamique, son modus operandi, c'était des passages éclairs. C'est-à-dire recruter un nouvel arrivant qui viendrait de débarquer en Syrie, le former très rapidement et ensuite les renvoyer directement dans leur pays d'origine. De telle manière que les services n'auraient pas été alertés. Ces passages éclairs ont permis à l'État islamique de mettre en place une sorte d'usine à kamikazes. Vous nous aviez prévenu que cette menace existait, que cette menace du groupe islamique. Ce soir, vous n'êtes donc pas surpris? Je ne suis pas surpris. J'aurais préféré avoir tort, mais en fait, ce que j'ai dit, c'est que c'est ce qu'on savait. Les services le savaient. On m'a posé la question, j'ai préféré être honnête en disant qu'il prépare un gros attentat, mais en fait, je n'étais pas le seul à le savoir, beaucoup de gens le savaient. D'ici à pouvoir l'empêcher, c'est un autre problème. À partir de l'été 2015, en fait, les services de renseignement français sont sur les dents, ils sont quasiment certains qu'il va se passer quelque chose de grave. On m'a raconté des choses, il y avait des agents de la DGSI qui vomissaient en arrivant au bureau le matin, tellement ils étaient stressés, parce qu'ils savaient que ça allait arriver. Au sein de la coalition militaire contre l'État islamique, la France limite ses bombardements à l'Irak pour ne pas aider Bachar el-Assad. Mais avec la menace d'un projet d'attentat imminent, François Hollande décide d'étendre les frappes à la Syrie. Daesh a considérablement développé son emprise depuis près de 2 ans. Et c'est depuis la Syrie, nous en avons la preuve, que sont organisées des attaques contre plusieurs pays, et notamment le nôtre. En septembre 2015, les premiers Rafales font des bombardements sur un camp d'entraînement près de Deir ez-Zor. Des frappes qui surviennent trop tard pour neutraliser le commando qui a déjà regagné l'Europe. Il y a beaucoup de notes qui ont été déclassifiées de la DGSE qui dit, notamment au moment où on commence à bombarder la Syrie, qui dit qu'Abaoud se baladerait entre Deir ez-Zor et Mayadine en septembre 2015, alors qu'il est à Bruxelles depuis le 7 août. Ma responsabilité, c'est d'assurer que nous puissions être informés au mieux des menaces qui pèsent sur notre propre pays.
Il y a plein de capteurs qui ne sont pas allumés, sans doute en grande partie parce que la France n'intervenait pas en Syrie, donc moins d'outils de renseignement pour savoir ce qui s'y passait exactement. Alors que les services français redoutent une frappe à tout moment, la police belge va une nouvelle fois laisser filer un suspect, pourtant placé sous surveillance. Dans l'entourage d'Abaoud et des frères Abdeslam, il y a un autre Belge suspecté d'avoir effectué un voyage en Syrie, un certain Mohamed Abrini. Conscient d'être dans le viseur de la police, il se présente de lui-même au commissariat à son retour en Belgique. Interrogé par les policiers belges qui lui demandent les raisons de ce départ, et Abrini nie toute implication dans une organisation terroriste. Il nie également son passage en Syrie. Il dit qu'il est en Turquie pour faire du tourisme. Faute de preuves, Abrini est relâché, mais la police belge a quand même des doutes. À partir du 4 novembre 2015, Abrini est mis sous surveillance. Étant donné qu'ils n'ont pas assez d'éléments contre lui, ils ont l'autorisation de mettre son immeuble sous surveillance, mais juste l'entrée de l'immeuble. Et donc, ils voient à chaque fois que Abrini sort de l'immeuble, et à chaque fois qu'il rentre, on va le voir également rencontrer les frères Abdeslam, etc. Donc, juste avant le 13 novembre. Le 12 novembre, la police belge relève l'absence d'Abrini à son domicile. Le 13 novembre, peu après 5 h du matin, Abrini réapparaît devant son domicile. À 17 h 20, Abrini disparaît des radars de surveillance. C'est la dernière fois qu'il est vu sortant de son domicile avant les attentats. Le 14 novembre à 18 h 28, Abrini réapparaît sur le fichier de surveillance. Si Mohamed Abrini avait fait l'objet d'une surveillance physique, il aurait directement conduit les policiers belges à la planque de Charleroi où se trouvait l'ensemble du commando du 13 novembre. Le soir du 13 novembre, Salah Abdeslam abandonne sa ceinture explosive. Au milieu de la nuit, il appelle 2 amis de Bruxelles pour qu'ils viennent l'exfiltrer. Il dit « je suis en galère, j'ai un accident de voiture, venez me chercher en voiture ». Ses 2 amis prennent leur voiture, ils fument des joints pendant tout le trajet, ils arrivent à Paris, ils viennent chercher Salah Abdeslam. Salah Abdeslam monte dans la voiture et ils repartent vers Bruxelles. Sur la route du retour, leur véhicule est contrôlé par la gendarmerie. Les passagers du véhicule répondent même à des journalistes belges qui interrogent les automobilistes sur les contrôles routiers quelques heures après les attentats. Certains automobilistes sont arrêtés à chaque contrôle, comme ces 3 jeunes de type maghrébin. Avec celui-là, c'est le troisième contrôle. Franchement, on a trouvé ça un peu abusif. Hein. Mais on a compris un petit peu le sens. Le pourquoi en fait. Après, on a su le pourquoi. Lors du contrôle, les gendarmes entrent le nom des 3 passagers dans un système européen de signalement pour voir s'ils sont recherchés pour activité terroriste. Les Français regardent dans un fichier qui est différent de celui dans lequel les Belges avaient renseigné le signalement de Salah Abdeslam, et donc ils ne voient pas qu'il est recherché, et donc ils leur disent « vous pouvez continuer, on a autre chose à faire aujourd'hui », puisqu'on est quelques heures après les attentats. Ils s'en rendent compte 1 heure à peine après l'avoir contrôlé, mais à ce moment-là, il est déjà trop tard, et Salah Abdeslam est déjà en Belgique et est prêt à rentrer dans la clandestinité. Depuis les attentats du 13 novembre 2015, la coopération européenne en matière de sécurité s'est considérablement renforcée. De nombreuses bases de données ont été synchronisées et la coordination des services s'est intensifiée. Pour autant, le partage des données reste encore perfectible. Tous les États membres n'alimentent pas systématiquement les fichiers et certains ne disposent pas de données biométriques dans leurs fichiers nationaux, ce qui complique la vérification d'identité. Mais au-delà de la coopération, le véritable défi réside dans l'efficacité du renseignement de terrain et la détection des signaux faibles indispensables pour faire face à une menace terroriste toujours plus fragmentée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et qu'à présent vous en savez un peu plus sur les failles du renseignement qui ont mené aux attentats du 13 novembre. Je voudrais remercier Soren Silo et Kevin Jackson pour leur expertise. D'ailleurs, j'en profite pour vous recommander leur excellente bande dessinée, La Cellule. Ça raconte l'histoire du commando terroriste qui a organisé les attentats du 13 novembre. Un dernier mot pour remercier les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo, en particulier Isor au montage, Sophie et Marie à la documentation,
et Oscar à la technique. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Grande Histoire.